Le budget du pouvoir central de l'exercice 2023 est présenté à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport à la loi de l'exercice 2022. Le sujet fait débat ce vendredi à l'Assemblée nationale. L'insécurité dans l'Est de la RDC est le résultat de l'échec de la politique de défense de Félix Tshisekedi et de son gouvernement, a affirmé ce vendredi Franck Diongo, qui de plus en plus montre hostile au pouvoir en place. Le leader du MLP a proposé un plan de sortie de crise lors d'un point de presse à suivre dans ce journal. Le ministère de la Défense nationale a démenti avoir commandé des armes en Russie, comme largement relayé dans les réseaux sociaux. Vous suivrez le démenti du cabinet du ministre Gilbert Kabanda. Elon Musk s'offre Twitter. Après des tergiversations, le milliardaire a finalement acquis le réseau social au prix initialement convenu de 44 milliards de dollars, avec comme première action le renvoi de l'ancien patron de Twitter. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, ce vendredi, les élus examinent et adoptent le projet de loi des finances 2023. Dans un débat général, le budget du pouvoir central de l'exercice 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport à la loi de l'exercice 2022. La santé, l'éducation et la sécurité connaissent un accroissement significatif. Après avoir déposé à bonne date le projet de loi des finances au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques, le Premier ministre Samalou Kondé et tout son gouvernement sont venus échanger avec les députés nationaux sur la loi budgétaire exercice 2023. Samalou Kondé a noté une avancée significative dans les projets de loi budgétaire revus à plus de 14 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre, plus de 10 milliards de ces budgets proviendront des ressources propres, soit une augmentation de près de 32% par rapport au budget de 2022. Ce budget laisse entendre Samalou Kondé se propose d'appuyer un programme ambitieux à la base pour la distribution des richesses dans chaque territoire du pays. Le 29,5 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, cette augmentation se justifie par le fait qu'en grande partie, en 2023, sera organisées les élections. Ce projet sera organisé les élections présidentielles et législatives. Ce projet est débattu au Parlement alors que la polémique autour de salaire de 21 000 dollars américains des députés nationaux n'est pas éteinte et la problématique des réductions des trains de vie des institutions refait surface. Quand on sait que les institutions budgétivores, dont la présidence de la République, le Parlement, les ministres ne se surpassent pas pour autant améliorer tant soit peu les conditions sociales de la population. Et au Sénat, au cours d'une plénière tenue ce vendredi, la Chambre haute a voté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Mais dès l'entame de la séance, le sénateur Denis Kambaye est intervenu par une motion incidentielle dans laquelle il a sollicité la convocation d'une plénière au cours de laquelle la question de l'état de siège sera débattue à huis clos, cette fois-ci avec les membres du gouvernement afin de clarifier certains points à ce sujet. Au cours de la plénière de ce vendredi, sous la présidence du speaker Modeste Bahati Lukwebo, le Sénat a voté en seconde lecture les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Répondant à la motion du sénateur Denis Kambaye, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a rassuré les honorables sénateurs qu'une invitation sera adressée au Premier ministre pour que le gouvernement vienne répondre aux préoccupations des élus sur la question de l'état des sièges. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo.
Je signale que ce texte de loi sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Dans le même cadre, une table ronde sera organisée au mois de novembre prochain avec les élus de ces deux provinces et quelques acteurs de la société civile. Il s'y est de signaler que l'état de siège a été proclamé par les chefs de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 3 mai 2021 dans la perspective de restaurer une paix durable et permettre à l'armée d'éradiquer totalement les forces ennemies. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis plus de 48 heures sur la toile indexant le ministre Gilbert Kabanda de la Défense nationale et ancien combattant d'avoir commandé des matériels militaires en Russie, le cabinet du ministre dément l'affaire dans un communiqué de presse. D'après ce qui circule depuis un moment sur les réseaux sociaux, les ministres de la Défense et anciens combattants congolais, les docteurs Gilbert Kabanda, auraient commandé ou acheté des matériels militaires à la Russie de Vladimir Poutine, notamment 7 avions de chasse. Niant ouvertement cette affaire, le ministre est sorti de son silence à travers un communiqué de presse de son cabinet diffusé hier, dans lesquels on peut lire, je cite, « Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et ancien combattant congolais, contrairement à l'information qui est distillée en boucle dans les réseaux sociaux et dénuée de tout fondement, n'a jamais signé, au nom du gouvernement congolais, avec les autorités russes, un quelconque accord d'achat d'armes produits de l'industrie militaire russe. À en croire Mbiato Konzoli Aimé, général Major, directeur de cabinet, cette information biaisée et purement et simplement le fruit de l'imagination de leur auteur manifestement mal intentionné. Signalons que ces rumeurs font suite au voyage effectué dernièrement par les ministres de la Défense à Moscou, où il était question de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe, Sergueï Shoïgu, pour participer parmi une centaine de délégations des ministres, une centaine de délégations de différents pays à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. À la Défense, toujours à n'en point douter, le ministre inlassablement s'emploie jour après jour à la mise en œuvre de son plan d'action. Le bien-être social des militaires occupe aussi une place de choix parmi les autres chantiers à exécuter. Rien n'est laissé au hasard et personne parmi les hommes en uniforme n'est laissé au bord de la route. Les militaires inactifs, les anciens combattants ayant servi sous les drapeaux, y compris les officiers supérieurs, généraux ayant servi dans l'armée, mais aujourd'hui disparus de ces mondes, ayant laissé derrière eux veuves et orphelins. Cette dernière catégorie a été fortement impressionnée par l'acte des bienfaisances posé par Gilbert Kabanda à l'occasion de la dernière distribution des véhicules des transports, en l'occurrence des Jeeps Fortuner. Par ces gestes des bons pères des familles de la part du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, pour ces, une forte délégation de plus de 15 femmes est venue les voir pour lui dire un grand merci. Remercier l'excellence ministre de la Défense et ancien combattant pour le geste qu'il a fait à certaines mamans veuves, et il en fera sûrement, on est sûr et certaine qu'il va faire la même chose aussi pour les autres mamans. Alors nous sommes venus le remercier parce qu'il a tenu à sa promesse. L'occasion était propice pour ce veuve des généraux d'exprimer devant les ministres de la Défense nationale leurs plaintes, doléances, revendications en rapport avec leur vécu quotidien, individuel et collectif. Agression de la RDC par le Rwanda, outrage au chef de l'État. Franck Diongo n'a pas manqué l'occasion de critiquer le pouvoir en place lors d'un point de presse tenu ce vendredi au siège de son parti politique. Parmi ses propos phares, le leader du parti politique MLP a affirmé que l'insécurité dans l'Est est le résultat de l'échec de la politique de défense du président Félix Tshisekedi. Franck Diongo a par ailleurs proposé 4 pistes pour une sortie de crise. On l'écoute dans cet extrait. Vous allez réaliser que sur le plan diplomatique, l'actuel régime au pouvoir a essayé de faire croire à l'opinion qu'il va arrêter la guerre par des voies diplomatiques. Tantôt en tournant les dos à la SADC pour aller embrasser la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais vous rappeler que dans l'histoire politique du Congo, tous les présidents qui se sont passés au Congo, il n'y a aucun président qui a amené le Congo en Afrique de l'Est.
L'échec de ce choix est manifeste et nous n'avons jamais accepté cela. Pourquoi? Parce que les Soudan du Sud, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda cherchent à démembrer le Congo et chaque pays voudra avoir un espace d'influence et un espace d'influence et de couper un morceau pour soit annexer dans leur pays, soit de créer un État qui subira son influence. Au ministère du Plan, le Sénarec a organisé un atelier sur le renforcement des capacités des acteurs clés, des intervenants et des ministères sectoriels sur la question de suivi et évaluation du programme gouvernemental à travers les lettres de mission afin de contribuer à la réalisation du changement de la situation des populations. C'est depuis 2011 que le Sénarec accompagne les gouvernements dans la mise en œuvre des priorités des programmes par l'instauration progressive de la culture du résultat avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Cette fois, pendant 2 jours, il a réuni plusieurs intervenants des différents ministères pour apporter une valeur ajoutée dans le cadre du suivi et évaluation efficace du programme d'action du gouvernement 2021-2023 en utilisant les lettres d'émission pour la responsabilisation des ministères envers des résultats à atteindre. À la clôture de ces travaux, le Sénarec peut se frotter les mains, car on peut désormais être sûr d'une collaboration renforcée entre les secrétaires généraux et les cabinets ministériels, une compréhension commune et partagée du processus de suivi dans les lettres d'émission. Le suivi, c'est pour aider à la décision. Et dans ce contexte, il y avait eu des assignations du Premier ministre à ses collaborateurs qui sont les ministres. Alors, ces ministres doivent, à leur niveau, avoir à temps réel les informations sur la mise en œuvre. Et au niveau de chaque ministère, nous avons ce que nous appelons la direction d'études et planification. Et c'est cette direction qui assure le suivi interne au niveau de chaque ministère. Pour un rappel, le Sénarec, service du ministère du Plan, est le guichet unique en matière de renforcement des capacités en RDC, chargé d'assurer la mise en œuvre du programme national. Une réunion entre le Fonds monétaire international et l'Inspection générale des finances ce vendredi pour analyser la 3e revue du gouvernement. Saisissant l'occasion, l'institution de Bretton Woods salue le travail abattu par l'IGF dans la lutte contre le détournement des deniers publics en RDC. Une délégation du FMI conduite par Mme Mercedes est chargée de faire la 3e revue du programme du gouvernement appuyé par le Fonds monétaire international. Cette délégation a été reçue par l'inspecteur général des services Jules Alingueté pour des entretiens utiles. Il a été question d'avoir le point de vue de l'IGF sous l'exécution du dit programme et aussi de s'imprégner du travail important qu'abat ses services pour l'assainissement des finances publiques. Nous sommes une délégation du Fonds monétaire international avec la chef de mission qui vient de Washington et son équipe qui a souhaité rencontrer l'inspection générale des finances dans le cadre de la 3e revue du programme du gouvernement qui est soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et c'était important pour nous de rencontrer cette institution car un des objectifs majeurs du programme économique du gouvernement qui est supporté par le Fonds monétaire international, c'est l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et donc, bien entendu, l'IGF joue un rôle majeur dans cet objectif. Donc, c'était important pour nous de les écouter. Le chef de cette délégation a salué et reconnu l'excellent travail qu'abat l'Inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Dans le Lomami, les activités dédiées aux personnes âgées lancées le 1er octobre 2022 ont pris fin ce 27 octobre en présence de la gouverneure Isabelle Yumba Kalinga, la vice-gouverneure ainsi que quelques membres de son gouvernement. C'est dans la salle du lycée Maïdio dans la province du Haut-Lomami que les activités de personnes âgées lancées le 27 octobre ont pris fin. Dans son discours, le commissaire aux actions sociales Ika Kompé a remercié la gouverneure Isabelle Yumba Kalenga pour sa considération pour les personnes âgées souvent victimes de discrimination dans la société. Le commissaire en a profité de l'occasion pour présenter un plaidoyer à la gouverneure afin de construire des hospices des vieillards pour leur prise en charge,
À la suite d'un sketch présenté par la troupe théâtrale des Mwanzolo, est venu le moment de la remise des certificats aux personnes âgées dont l'âge varie entre 102 et 106 ans, puis la remise de vivres et des non-vivres. Pour immortaliser à jamais cette circonstance, Isabelle Yumba Kalenga a partagé un repas de fraternité avec ces personnes âgées, une façon de les rendre honneur. Rappelons que c'est pour la première fois que la journée des personnes du 3e âge soit célébrée dans la province du Olomami. Dans l'Haut-Ouélé, le Conseil des ministres adopte le 2e projet d'arrêté pour le lotissement dénommé Bolé-Bolé B en territoire de Wamba. Au total, 535 parcelles seront morcelées sur une superficie de 127 hectares. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, la 13e du genre, présidée par le vice-gouverneur Christian Pitonga Mangandro, plusieurs points ont été évoqués, dont la sécurité, l'éducation ou encore l'aménagement du territoire. Le ministre provincial de l'Intérieur a présenté l'état de la province du Haut-Ouélé qui demeure calme. Niangara, les présumés assassins Aruna et Rambo de M. Trésor Motalimbo, lâchement abattu, continuent à être recherchés par les services spécialisés. Au sujet de l'éducation, le gouvernement provincial mise sur le renforcement de la politique de la gratuité de l'enseignement de base. La réforme pré-rappelée est réalisée quand bien même est marquée par quelques défis. Après le lotissement à Bolé-Bolé en chefferie Emembe dans les territoires de Wamba, le gouvernement provincial franchit l'étape suivante. Le ministre provincial Affaires foncières a présenté l'économie du projet d'arrêté portant création d'un lotissement moderne dénommé Bolé-Bolé B, chefferie Bali-Katoriko. Le dit projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité par le Conseil. Avant Bolé-Bolé, le gouvernement Bassia Nanga a loti le Kapzar Isiro et entend poursuivre cette politique sur l'ensemble de la province en vue d'améliorer l'habitat de la population, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et au Kasaï oriental, le député national Eric Ngalula Ilunga, qui séjourne à Mbujimaï, a fait un constat sur l'avancement des travaux des infrastructures dans le territoire de Lupatapata, son fief électoral, dans le cadre du projet 145 territoires. Tout en saluant cette concrétisation manifeste de la volonté du chef de l'État, le député a demandé à sa base de lui renouveler donc sa confiance. Aussitôt arrivé à Mbujimaï pour notamment prendre part au forum Makutano 8, le député national Eric Ngalula Ilunga s'est directement rendu dans les territoires de Lupatapata, son fief électoral. Nous sommes à 45 km de Mbujimaï. Eric Ngalula a visité les villages de Chibombo, Changa, Bakwachilanda et Bakwachimuna, bénéficiaires du projet de développement à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, écoles, centres de santé et autres infrastructures sociales de base sortent des terres sans faux bruit. De quoi réjouir l'élu de Lupatapata qui suit de près l'exécution de ces projets et qui salue la concrétisation de la promesse faite par le chef de l'État. C'est ce que le président Tshisekedi avait promis et nous, comme les élus du coin, nous devons palper du doigt ce qui est en train d'être fait. Pour ça, nous devons rempiler, renouveler la confiance en 2023 pour qu'il soit de nouveau élu président. Le député national Eric Ngalula a invité ses nombreux électeurs avec qui il a communié à faire confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi en lui renouvelant leur confiance en 2023. Selon ses propres estimations, toutes ces infrastructures seront prêtes et livrées au plus tard en mars 2023. Lutter contre la famine, contribuer à l'épanouissement quotidien des habitants du Congo central, c'est la peine que s'est donnée l'ONG des Right of Life, basée à Mwanda. La structure se veut salvatrice pour le Congo en général et le Congo central en particulier. Faire de l'humanitaire autrement, c'est la vision de cette ONGD qui fait parler d'elle dans les territoires de Mwanda. Right of Life, un temps des droits à la vie, milite pour le boisement de ces territoires d'avenir, avec notamment les arbres fruitiers. Fanfan Moulatou, d'une fille du coin, est partout avec les équipes lors de l'assainissement de la cité. Grâce à Right for Life,
Les détenus ont des tenues appropriées. La police voit construire une infirmerie et la même son restaurant de cœur. Les villages Nzende et Kibanda sont régulièrement ravitaillés en aliments et en vêtements. L'initiateur de la dite ONGD, qui donne sourire aux habitants du coin, a fait les points sur le sujet. Il y a une vocation, il y a une passion. C'est que nous faisons évocation. Et jusqu'à présent, nous travaillons avec des autofinancements. Nous n'avons aucune pensée politique. Je n'ai jamais rêvé qu'on me soulève un matin comme député ou ministre. Tout ce que je fais est pour mon Dieu et l'amour des gens que je porte à cœur. Je laisse la politique aux politiciens. Politique qui n'a pas la politique. Ride for Life compte étendre ses actions à travers le monde après le Congo central. L'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin APEF a clôturé la deuxième promotion de la formation sur la coupe-couture, couplet de l'alphabétisation des femmes et jeunes filles vulnérables de la ville de Bukavu. Occasion pour la directrice d'encourager toutes les lauréates et les inviter à utiliser les compétences acquises pour leur valorisation dans la communauté. C'est une explosion de joie des femmes et jeunes filles désormais formées en alphabétisation et coupe et couture, une consécration sanctionnée par la remise des certificats de réussite après la formation organisée par l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, APEF, dans le cadre de son projet de renforcement de l'autonomisation socio-économique et politique des femmes et jeunes de la ville de Bukavu en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, elles se sentent comme des personnes humaines. Et quand elles viennent au centre de formation, nous constatons que c'est comme si elles manquaient quelque chose. Mais aujourd'hui, vraiment, elles sont des personnes humaines, reconnues aussi au sein de la société, et ça fait aussi leur fierté. Et là, moi, en tout cas, je soutiens qu'elles sont des femmes de valeur, elles sont des femmes qui ont toutes les compétences et les capacités de pouvoir défendre la femme partout où elles vont partir. Des kits ont été remis aux lauréates qui disposeront pour chacune d'elles, pour la coupe-couture, d'une machine à coudre pour valoriser leur début d'activité. Promouvoir le développement des femmes, que ce soit au niveau politique, économique et social, qu'elles puissent sortir de la vulnérabilité qu'il y a ici pour certaines femmes à Bukavu, qu'elles puissent aussi grandir au niveau de leurs droits, de leur entrepreneuriat, qu'elles apprennent à se développer, un autodéveloppement et qu'elles s'entreprennent et qu'il y ait un empowerment des femmes. Sur une cinquantaine d'apprenantes ayant débuté la formation, 35 sont allées jusqu'au bout et ont reçu leur certificat, dont 19 en coupe-couture et 16 en alphabétisation, avec l'appui de l'ONG internationale Frères des Hommes. Parlons écologie, c'est dans le but de promouvoir l'offensive diplomatique lancée par le chef de l'État qui a présenté la RDC comme pays solution en matière climatique que l'ONG Biogenèse a organisé une conférence de taille avec des interventions axées sur les enjeux du changement climatique. Préoccupé au plus haut point par de questions liées au changement climatique, l'ONG Biogenèse a organisé une conférence réunissant des chercheurs des renom et des scientifiques pour apporter lumière sur des enjeux liés au réchauffement climatique. Assistant Trésor Bakamabana Luemba, coordonnateur national de l'ONG Biogenèse, n'a pas manqué à dire. Les recommandations issues de cet atelier seront bel et bien soumises auprès des autorités. L'ONG Biogenèse, c'est une structure qui milite sur la préservation de l'environnement, raison pour laquelle nous avons organisé cette activité. Parmi les intervenants de la dite conférence, les présidents du groupe des partenaires et le chef des travaux Anthony Kikoufi de l'Université de Kinshasa se sont exprimés tour à tour. Dans le pays, il y a des contributions concrètes. On est partenaire du CAFI, ce qui est un grand programme pour le bassin de Congo. Là, on soutient beaucoup dans l'agroforestière. Nous sommes intervenus sous les thèmes des inondations récurrentes dans la ville-province de Kinshasa. Et il faut dire également que la ville n'a pas des systèmes véritables de gestion de déchets. Signalons que l'ONG Biogenèse a eu à saluer les efforts, la contribution et la participation du ministère de l'Environnement et Développement durable, chapeauté par Madame Eve Bazaïba, pour l'appui à cette activité. Dans le même chapitre, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, a effectué une descente à l'université de Kinshasa pour un état des lieux du projet Muraille verte en bambou de Chine et la signature d'un partenariat afin de soutenir le programme Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 du chef de l'État.
Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le projet reboisement et plantation des milliards d'arbres à l'horizon 2023, une grande descente de l'administration du Fonds forestier national, dirigée par le directeur général Honoré Mulumba à l'université de Kinshasa Unikin, pour se rassurer du projet Miraille Verte à Bambou de Chine dans plusieurs sites de l'université. Bien accueilli par le recteur Jean-Marie Kayembe, Honoré Mulumba, directeur général du Fonds forestier national, a échangé pendant quelques minutes avec les corps académiques de l'université. Dans sa sortie accompagnée de l'administration du Fonds forestier national, Honoré Mulumba visite les sites réservés. Très content d'avoir l'avance de ces projets Miraille Verte à Bambou de Chine, le directeur général du Fonds forestier national promet de faire la continuité de l'État. Je suis d'abord content de remarquer que sur le site universitaire, il y a plusieurs reboisements. Et donc nous sommes dans la continuité de l'État. Cela veut dire maintenant le Fonds forestier national aussi va s'y mettre pour continuer ce que les autres ont commencé. Parce que n'oubliez pas que nous avons la plus grande mission, c'est celle de financer les opérations de reboisement pour accompagner également le programme du chef de l'État qui est le programme d'1 milliard d'arbres. Rappelons que le lancement du projet Miraille Verte à Bambou de Chine a été lancé au mois d'août par le recteur Jean-Marie Kayembe, dont l'initiative est d'un étudiant à la faculté de la science du département de l'environnement. Et vous le savez, Elon Musk est officiellement le propriétaire de Twitter depuis la nuit de ce mercredi. Le patron de Tesla a acté la décision de rachat après un âpre bras de fer avec le conseil d'administration. Juste après le rachat, le multimilliardaire a pris une décision aux allures de vengeance en limogeant le PDG du réseau social et 2 autres dirigeants. L'oiseau est libre, s'est écrié le milliardaire sud-africain Elon Musk sur son compte Twitter après la confirmation du rachat du réseau social par lui. Il a même changé de bio, il se fait appeler désormais le Chief Tweet comme crétin en français. Le sulfuré homme d'affaires n'avait presque plus le choix. À quelques jours de l'ouverture du procès qu'il allait certainement perdre, Elon Musk est revenu sur sa décision. Le réseau social a été acheté à la somme initiale de 44 milliards de dollars américains. Les dirigeants de l'entreprise ont fait le frais de ce rachat. Elon Musk a limogé aussitôt le PDG Parag Agrawal et 2 autres dirigeants, les directeurs financiers Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde. Ce fut donc une saga à plusieurs rebondissements. Le patron de Tesla avait refusé d'acter sa décision de rachat du réseau social en avril dernier, à cause notamment de la présence de nombreux faux comptes sur la plateforme, des spams et des arnaques. Mais que va-t-il changer au juste après ce rachat? Il n'y aura plus, par exemple, de bannissement définitif d'utilisateurs qui a vu partir Donald Trump après son soutien aux suprématistes blancs qui avaient pris d'assaut le Capitole. Elon Musk s'était montré favorable au retour de l'ancien président de la République des États-Unis d'Amérique. Il y aura encore moins de restrictions pour les faits d'opinion. Le multimilliardaire se présente comme défenseur de la liberté d'expression. Elon Musk pourrait aussi développer d'autres fonctionnalités pour faire de Twitter une super application remplissant d'autres fonctions que les simples échanges publics. Twitter deviendrait comme le chinois WeChat qui propose des fonctions de messagerie mais aussi la possibilité de s'échanger de l'argent. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2023 est présenté à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport à la loi de l'exercice 2022. Le sujet fait débat ce vendredi à l'Assemblée nationale. L'insécurité dans l'Est de la RDC est le résultat de l'échec de la politique de défense de Félix Tshisekedi et de son gouvernement, a affirmé ce vendredi Franck Diongo, qui de plus en plus montre hostile au pouvoir en place. Le leader du MLP a proposé un plan de sortie de crise lors d'un point de presse que vous avez suivi dans ce journal. Le ministère de la Défense nationale a démenti avoir commandé des armes en Russie comme largement relayé dans le réseau social. Vous avez également suivi le démenti du cabinet du ministre Gilbert Kabanda.
Et Elon Musk qui s'offre Twitter après des tergiversations. Le milliardaire a finalement acquis le réseau social au prix initialement convenu de 44 milliards de dollars avec comme première action le renvoi de l'ancien patron de Twitter. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste en continu.